Bonjour les amis. Alors on va faire aujourd'hui un petit aperçu historique rapide des pièces en argent françaises. Alors on va commencer par la période mérovingienne en considérant qu'à partir de Clovis on rentre dans l'histoire de France et donc on sort de l'Empire romain. Voilà. Bien que le sujet de la naissance de la France puisse être discuté, puisqu'on pourrait tout aussi bien placer les origines de la France avec le règne de Hugues Capet, avec donc les premiers rois capétiens, puisqu'il faut bien avoir à l'esprit que les premiers rois mérovingiens, Clovis en particulier, c'était plutôt des barbares germanisants, donc ils ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas encore français, quoi, et même à l'époque des Carolingiens, sous Charlemagne, le français, c'était pas encore la langue, c'était pas encore totalement acquis, la langue parlée, c'était un mélange d'une langue germanique originelle et du latin et du bas latin, donc hérité de l'Empire romain. Alors ceci étant dit, donc je vais faire un itinéraire, un petit parcours rapide sur les pièces françaises en argent depuis les Mérovingiens. Alors on peut regarder pour commencer donc une pièce de monnaie mérovingienne. Ici donc on a affaire à une pièce donc en argent, c'est un denier. Donc les Mérovingiens, ils ont poursuivi le système monétaire de l'Empire romain, mais comme vous pouvez voir, on est loin d'avoir des pièces de très grande qualité. Il y a eu une dégénérescence très rapide de la qualité des pièces de monnaie fabriquées. Et les Mérovingiens ont continué à fabriquer non seulement des pièces en argent, des deniers, mais avec un style tout à fait mal maîtrisé, on va dire, ce qui montre qu'il n'y avait pas forcément des monétaires professionnels comme c'était le cas sous l'Empire romain. Donc on a un style qui est vraiment barbare, quoi. Comment le qualifier autrement, quoi. Voilà. Donc sous les Mérovingiens, on poursuit l'Empire romain. Ensuite, sous les Carolingiens, il va y avoir une réforme importante faite sous le règne de Charlemagne et qui va instaurer le système monétaire qui va donner sa marque définitive, on va dire, à tout le Moyen Âge et jusqu'avec qui va créer donc un système monétaire qui va durer jusqu'à la Révolution française avec le système du denier, de la livre et du denier de la livre et du sou. Ok, donc un système duodécimal. Donc il y a une seule pièce de monnaie qui va être frappée sous le règne de Charlemagne. Il s'agit d'un denier donc d'une pièce en argent. Cette pièce, en fait, la frappe de ces pièces, de ces deniers, va se faire à l'exclusion des pièces en or, puisque à ce moment-là, l'empire carolingien est un empire qui est replié sur lui-même, un empire continental, et qui a coupé les ponts, on va dire, avec la Méditerranée, ce qui n'était pas encore le cas sous les Mérovingiens. Ok, donc on a affaire à une simplification extrême du monnayage, et qui va être suivie après sous les descendants de Charlemagne par une privatisation du système monétaire et donc on va conserver un monnayage qui va être privatisé, mais qui va toujours s'inspirer des monnaies de base. Et le système monétaire de la livre, du sou et du denier, le système de compte, lui, va rester intact. Par contre, les pièces de monnaie vont se multiplier euh, pendant la féodalité. Alors ensuite, en ce qui concerne les monnaies françaises royales, on va dire que le denier, vous voyez qu'il reprend toujours le même type, les types immobilisés inspirés des deniers carolingiens. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a un denier avec le temple, ici, et la croix, et on retrouve ce même type plusieurs siècles plus tard sur les pièces de monnaie royale française. Donc ce sont des pièces de monnaie qui sont très simples, c'est de l'argent, mais de l'argent à bas titre. Donc on parle de billon, c'est-à-dire qu'il y a une petite proportion d'argent, une grande proportion de cuivre. Et donc ces pièces de monnaie sont de toutes petites pièces. Là on a affaire à un denier tournois, c'est-à-dire qui était frappé par l'abbaye de Saint-Martin de Tours, mais au nom de la monarchie. Et donc ces pièces de monnaie, ce sont les pièces qu'on voit de manière très régulière pendant les 12e, 13e et même 14e siècle. Et il faut dire que petit à petit, la monarchie a réussi à imposer de nouveau sa monnaie comme l'unique monnaie au détriment de toutes les monnaies féodales, de toutes les monnaies privées qui existaient alors
depuis que la féodalité s'était installée dans le pays. Chacun pouvait battre sa monnaie. À partir du XIIe, XIIIe siècle, les rois de France reprennent le contrôle de la monnaie. Et il y a une réforme très importante qui va avoir lieu sous Saint-Louis, sous le règne de Saint-Louis, en 1266. C'est la création du gros tournoi. Jusque-là, on avait une seule monnaie, c'était le denier. Ok. On avait également des demi-deniers qu'on appelle les oboles. C'était vraiment très simple. Et à partir du XIIIe siècle, au niveau des pièces d'argent, on voit la réapparition de grosses pièces en argent. Donc là, on a le cas d'un gros tournoi qui valait 12 deniers, donc qui matérialisait le sou, puisque le sou valait 12 deniers. Et donc, pour matérialiser le sou, eh ben, tout simplement on a pris l'empreinte d'un denier tournois de base et on a rajouté autour 12 fleurs de lys qui signifiait que donc, la pièce valait 12 deniers. Voilà, donc là on a la réapparition des grosses pièces en argent, mais aussi parallèlement à la même époque, au XIIIe siècle, on voit réapparaître les pièces en or qui n'étaient plus frappées depuis la période carolingienne. Alors si on poursuit cet aperçu des pièces françaises en argent, on voit qu'au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, on a des pièces en argent, de grosses pièces en argent qui font pas loin de 10 grammes. Et là, par exemple, on a un quart d'écu. Alors, on parle d'un écu, d'un quart d'écu, parce que c'était l'équivalent d'un écu en or. L'écu, en fait, c'est le bouclier qu'on voit représenté au revers de la pièce. Donc, on parle d'un écu pour désigner ces pièces. Et vous voyez qu'on est toujours dans la même lignée de pièces d'argent de plus en plus importantes. Mais il faut noter que ces pièces, comme vous pouvez voir sur le cas de ce quart d'écu frappé en 1596, on voit que la pièce est tout à fait irrégulière parce qu'il faut noter que toutes les pièces que je vous ai montrées jusqu'à présent étaient frappées de manière artisanale au marteau. C'était à la main, il n'y avait pas encore de mécanisation, ce qui explique qu'on a des pièces qui ne sont pas complètement rondes et parfois même avec des craquelures ici, des fissures sur le flanc qui sont liées au mode de fabrication. Alors si on avance un petit peu dans le temps, on se retrouve sous le règne ici de Louis XIV. Ok, donc on a là un écu dit aux trois couronnes. Vous voyez que ce sont des pièces qui sont aujourd'hui particulièrement recherchées. Et là, on a fait un bond qualitatif dans la fabrication, puisque les pièces désormais, donc à partir de la fin du XVIIe siècle et à partir du XVIIIe siècle, toutes les pièces sont fabriquées de manière à la presse, avec des presses hydrauliques très puissantes. On va abandonner la fabrication qui était utilisée pendant tout le Moyen Âge, la fabrication au marteau, à la main. Et donc on a affaire à des pièces d'une part de plus en plus grosses. Vous voyez qu'on a ici une pièce qui fait 30 grammes 49, alors que l'écu que je vous avais montré précédemment faisait seulement 9 grammes 51. Et on a des pièces qui sont de très belle qualité, très bien fabriquées, très rondes, avec des motifs parfaitement représentés. Et vous voyez qu'on voit le portrait du roi. Alors les premiers portraits des rois, on les voit apparaître à partir du XVIe siècle. On parlait à l'époque de teston, puisque il y avait la tête, la teste du roi qui était représentée sur les monnaies. Ici, on n'a pas affaire à un teston, mais on a affaire à une pièce, à un écu dit aux trois couronnes, en raison du fait qu'il y a trois couronnes qui se trouvent autour de la lettre de l'atelier, qui se trouvent donc autour de cette lettre. Alors si on poursuit l'examen des pièces françaises en argent à travers les siècles, on ne peut pas éviter de parler du franc de Germinal, qui a été créé par Napoléon Ier à partir de 1803. Donc le franc de Germinal, il va reprendre le concept des écus, on va dire, qui étaient frappés sous l'Ancien Régime. Et alors les pièces sont un petit peu plus petites que les pièces qui étaient frappées sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, puisqu'elles pèsent alors là dans ce cas c'est 25 grammes le poids théorique, ok, de la pièce de 5 francs. Donc cette pièce elle pèse 24 grammes 60, elle est un petit peu usée. Ok, donc ces pièces-là de 5 francs, en fait, elles vont être frappées entre 1803 et 1914 sans discontinuer. C'est la même chose que pour les pièces, en or. Enfin, en tout cas, je veux dire, non, ces pièces-là, elles ont été frappées jusqu'à la fin jusqu'en 1889, si je dis pas de bêtises. Après, elles ont cédé le pas face aux pièces en or.
Mais le franc de Germinal, lui, a été maintenu tel quel jusqu'en 1914, donc jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, au cours du 19e siècle, quand les régimes politiques ont changé, les représentations des différents régimes ont été modifiées sur les pièces et donc on va trouver pour chaque régime les portraits, soit les portraits des souverains, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, etc. Ou alors Napoléon III bien sûr, ou encore les images qui représentent la République, la Deuxième République et la Troisième République. Alors on arrive maintenant au XXe siècle, et là j'ai pris pour représenter le XXe siècle la pièce de 10 francs Hercule, qui a été voulu, qui a été refrappé sous j'allais dire sous le règne, mais il faut dire plutôt sous le régime sous la Ve République, donc sous le règne de Charles de Gaulle, si on peut parler comme ça pour désigner le pouvoir d'un président de la République. Alors la pièce de 10 francs Hercule, elle reprend un motif qui existait préalablement, qui avait été déjà gravé sous la Révolution française et qui a été repris sous la Troisième République. Et donc cette pièce, en réalité, sa valeur faciale c'est 10 francs, mais elle reprend exactement les mêmes caractéristiques techniques que la pièce de 5 francs qui a été frappée dans le cadre du franc de Germinal au 19e siècle. Okay. Alors cette pièce, c'est une pièce en argent donc, qui était destinée à la circulation. Cette pièce elle était massivement thésaurisée. D'autres pièces ont été frappées à peu près à la même période, donc les pièces de 5 francs semeuses, mais également des pièces de 50 francs Hercule un petit peu plus tard, puisque les cours de l'argent se sont alors envolés et ont rendu les pièces de 10 francs non rentables, ce qui fait qu'elles ont été remplacées par les pièces de 50 francs, mais les pièces de 50 francs elles-mêmes coûtaient trop d'argent à partir d'un certain stade, et donc à la fin des années 70, les pièces de 50 francs en argent leur fabrication a été arrêtée, elles ont été retirées de la circulation. Mais même si les pièces de monnaie en argent circulantes, leur longue histoire, leur très longue histoire a pris fin donc à la fin des années 1970, il faut dire que la monnaie de Paris, qui est l'organisme national français chargé de la fabrication des pièces, au moins depuis le règne des Capétiens, donc la monnaie de Paris continue encore et toujours à fabriquer des pièces françaises en argent. Bon, ce ne sont plus des pièces en francs puisqu'on est passé à l'euro, hélas. Et donc ces pièces en argent, alors, la plupart de ces pièces, ce sont des pièces, on va dire, destinées aux collectionneurs et n'ont pas de vocation d'être utilisées comme des moyens de paiement courants. Elles sont assez peu connues des commerçants, plutôt assez peu acceptées. Et il y en a pas mal. La monnaie de Paris en produit beaucoup puisqu'elle profite de son privilège de battre monnaie. Donc pour empocher un seigneuriage, on va appeler ça comme ça, assez conséquent. Mais vous voyez que la tradition ne s'est jamais arrêtée en réalité depuis la période mérovingienne. À travers tous les siècles, il y a des pièces françaises en argent. Depuis le Moyen Âge, l'Ancien Régime, au XIXe siècle, au XXe siècle encore, et ça continue encore aujourd'hui avec les pièces en argent françaises en euros. Voilà les amis, ce petit tour d'horizon sur les pièces françaises en argent. Donc vous pouvez donner votre avis sur ces pièces de monnaie si ça vous intéresse. Vous pouvez également acheter les pièces. Vous pouvez acheter des pièces en argent sur le site Numis Corner, donc qui a gracieusement autorisé l'utilisation de ces images pour illustrer cette vidéo. Donc vous pouvez cliquer sur les liens sponsorisés qui se trouvent sous la vidéo et acheter des pièces. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, comme ça vous aurez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.